Salut tout le monde, bienvenue sur Crystal Magazine, son l'autre émission En Parler qui rentre la carte aujourd'hui. C'est avec un pile plaisir de recevoir M. Anolex Raphaël, géographe aménageur, spécialiste en appréhension des changements climatiques, environnementaux et sociétaux. Avec lui, nous allons gagner un débat assez intéressant sur la croissance démographique. Est-ce que c'est un frein à changement dans le pays d'Haïti? M. Anolex, nous comptons recevoir sur le plateau Crystal Magazine. C'est avec un pile plaisir d'accueillir dans l'émission On Parle. Bonsoir tout le monde, c'est un pile plaisir pour me la matin dans l'émission Crystal Magazine. Si on est tout pour me partager, ça me vient en termes de savoir et acquis sur un sujet assez intéressant qui garde croissance démographique et développement économique en Haïti. Bon, on a commencé d'entrée de jeu comme géographe. Nous avons fait une présentation pour nous de croissance démographique. Qui est sa croissance démographique là et au regard de la géographie, au regard de l'économie, au regard de la politique, qui est sa croissance démographique là? Et croissance démographique, c'est qui ça? Sur le plan démographique, c'est sommation et quand il y a un monde qui fait et un monde qui mourit, ça y est démographiquement solde naturel. Et quand il y a un monde qui rentre dans le pays et un monde qui quitte le pays, ça y est les soldes migratoires. Et regardez quand ça y est sous population dans une année. Et l'on fait ça, il y a une idée sur le mouvement population. C'est-à-dire, est-ce que la population pays ça a augmenté ou bien est-ce que la population ça a diminué? L'on fait calculer quand ça sous population, regardez sous 100 habitants, il y a ça taux d'accroissement naturel. Taux d'accroissement naturel là, c'est lorsque vous regardez là par rapport à uniquement facteurs naturels. Les facteurs naturels, c'est ça qui vaut dans natalité et mortalité. Et là, regardez là, typiquement sur le plan migratoire, il y a ça taux de migration net. Et taux de migration net, ça, l'on additionne le taux d'accroissement naturel là pour un pays non année, les barreaux, ça a le taux d'accroissement global. Et taux d'accroissement global a un poids fondamental dans la détermination de richesse en pays, dépendamment de qui courant ou bien de qui idéologie socio-démographique qu'on a adopté. Il y a un petit caspita, il y a un ensemble pays qui a adopté des théories populationnistes, et tout comme il y a un ensemble l'autre qui a adopté des théories anti-populationnistes. Qui dépendent de qui politique pays ça lui-même a adopté et comment pays ça ouais et comprendre mouvement population. Bon, bien aimé approche là qui fait une approche très pédagogique. Maintenant, comment est la croissance démographique en Haïti? Est-ce que, on parle de accroissement naturel, est-ce que j'en sais en Haïti? Faut dire bien que la population haïtienne les connaît de controverses depuis fin année 1950. Pas oublier qu'avant ça, il y a une population qui était qu'on a augmenté à un rythme qui est assez faible, dans la mesure où pas de un pile effort qui fait dans la question hygiène, pas de trop effort qui fait, mais ça n'a qui a rapport avec la question joindre une possibilité pour nous traiter un ensemble de maladies. Ça qui est venu fait qu'en Haïti, le taux de mortalité était assez élevé et les gens continuent à faire pile petit. Ça qui était fait que l'accroissement naturel là, il était presque convergé vers zéro. Et l'accroissement naturel qui convergeait vers zéro, la population là n'est pas augmentée. Nous sommes obligés de tendre, et fin 20e siècle, pour la population haïtienne elle était doublée. Ça veut dire que tu as commencé un gros effort, je me disais tout à l'heure, à fait dans le domaine de la médecine, tu as gagné le vaccin pour un ensemble de maladies contagieuses, tu as gagné le vaccin tout pour te voir comment nous sommes capables de mettre frein avec la mortalité. Et comme dans tout pays, yo géré ça nous le déclin de la mortalité et l'affaiblissement de la natalité. Si en Haïti, malheureusement, la mortalité est en déclin et la natalité a été élevée, ça veut dire qu'au début des années 2000, la population haïtienne vient à augmenter à un rythme vraiment excessif. Par exemple, je dis là, nous avons une population qui a avoisiné la barre des 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants, il n'y a pas de ça en 2009. En 2009, la population haïtienne était en deçà de 9 millions. Lorsqu'il y a une population qui a augmenté dans l'espace, on va dire 10-11 ans, de 3 millions d'habitants,
il voulait dire que la population là, connaît une croissance démographique excessive. Et il ne faut pas oublier tout, dans le cas d'Haïti en 2020, suivant le dernier rapport de la Banque mondiale, nous avons un taux d'accroissement en 2020 qui était de 1,2%. Ça, c'est un chiffre, mais qui veut dire un peu de bagaille sur une population. Alors, une population de 12 millions d'habitants et qu'on a un taux d'accroissement global de 1,2%, ça veut dire tout simplement sur chaque 100 personnes dans la population, vous avez une augmentation de 1,2 pour l'année 2020. Et techniquement, sur chaque 1000, vous avez une augmentation de 12 habitants sur chaque 1000 personnes en 2020. Et si pas rien qui fait, si nous toujours été dans le même rythme, on va garantir dans l'autre décennie qui a succédé des décennies 2010-2021, on va avoir une population haïtienne qui va frôler la barre de 15 à 20 millions d'habitants. Ok, bon, approche là, est très explicite. Qu'on y a, nous allons laisser regarder qu'on y a développement, parce que le sujet, c'est d'un côté, c'est croissance démographique, et puis l'autre aspect dans ce sujet, c'est développement. Comme géographe, ben, c'est en mesure pour essayer de faire un parallèle pour nous entre croissance démographique et développement. Il faut dire que nous sommes développement, d'ailleurs, de manière théorique, nous avons un auteur français, un économiste, qui essaie à la ville sur question ça. D'ailleurs, pas qu'à définir développement, sont pas penser à François Pérou. Monsieur regarde le développement comme étant multiplication des combinaisons ensemble facteurs. Facteurs, ça va capable mentaux, ça veut dire ça qui garde le mental de la personne humaine. Il est capable sociaux tout. Et facteurs ça là pour favoriser de façon significative un développement réel ou bien global son société donnée. Il faut dire dans le cas d'Haïti, oui, nous avons des décisions, oui, nous avons des actions qu'on fait, mais malheureusement, nous ne sommes pas encore prêts par rapport au fait que ce changement mental qui vient d'être évoqué, nous, en Haïti, nous sommes beaucoup prêts pour ne pas parler pour lui. Et tout un pays qui dit qu'il y a une voie de développement, il ne pas penser développement avant tout comme étant la combinaison des changements mentaux, nous garantis social n'a beaucoup changé. Et sans le changement social, les ça n'a pas les changements économiques et du coup, pour atteindre les différents piliers nécessaires à un bon développement que relève techniquement développement durable. Il faut dire que parallèle ou bien rapport qui est en développement et économie, il y a plusieurs auteurs que nous avons considérés comme des mots économistes. Utiliser peut-être appellation ça pour moun qui réfléchir sur le rapport qui y a entre population et développement. Nous avons trois principaux courants qui essaient de garder qui rapport gain ou bien qui lien qui y a entre monde et richesse. Il y en a un courant c'est un britannique Malthus qui a une approche que le fait sur question population. Surtout à la fin du 18e siècle, monsieur essaie de faire comprendre que population, jeune n'a pas fait quoi là, n'est pas nécessairement source de richesse. Pour Malthus, chaque grain de monde ou gain en plus, c'est une bouche ou gain en plus pour manger, et c'est un corps ou gain en plus pour mettre sous lui. Suivant monsieur, monde qui gagne dans la population, limite les pays en difficulté pour répondre à besoin de monde. Autrement dit, mettez monde sous terre à plus toujours, c'est mettre monde dans obligation ou bien mettre monde dans la nécessité pour gagner plus de richesse possible pour le monde manger. Alors que suivant Malthus, la population a augmenté à un rythme arithmétique 1, 2, 3, 4 et richesse, alors pas population, richesse disons, a augmenté à un rythme arithmétique 1, 2, 3, 4 et population a augmenté à un rythme géométrique 1, 2, 4, 8, 16, 32, ainsi de suite. Suivant ça, il fait que au fur et à mesure que les gens augmentent dans l'espace là, c'est au fur et à mesure qu'il y a des difficultés à la longue pour gérer questions et alimentation, pour gérer questions qui ont rapport avec bien-être, pour réduire l'inégalité sociale, etc., etc. Ça, c'est son première approche. Son deuxième approche qui pourra le faire contre-pied de l'approche malthusienne. D'ailleurs, il y a pile monde jusqu'à date qui appuie les théories malthusiennes. Deuxième approche, c'est avec Sauvy. Et avec surtout Esther Bozoub, les mêmes qui sont danoises, qui appuyaient une deuxième approche qui, les mêmes, allaient à l'encontre de l'approche malthusienne. Son approche populationniste. Suivant l'approche Bozoub, il fait quoi que chaque grain de monde en plus, au contraire, c'est 2 bras ou en plus pour manger. Et on gagne 2 pieds pour travailler. Et qui ça a laissé faire quoi? D'ailleurs, l'approche est survenue à la suite de la grande révolution agricole. Pour Bozoub,
question rendement des terres agricoles, les fonctions de quantité de travail agricole que nous gagnons. Autrement dit, tout le temps il y a plus de dans la population, c'est tout le temps il y a plus de travail agricole. Et tout le temps il y a plus de travail agricole, c'est tout le temps il y a accumuler beaucoup plus de richesses. Ça, c'est une approche qui est soutenue par Esther Boziou. Par la suite, ou l'autre approche, par exemple, suivant ensemble, il y aurait l'optimum économique. Approche ça lui-même, il mettait au carrefour entre l'approche proposée par Malthus et l'approche proposée par Boziou. Quand il dit oui, population en pile fois, si ne pas utiliser, si ne pas contrôler, et population sera capable de difficulté pour partager équitable des richesses, et laisser faire quoi que si toutefois tout le monde nous capables de multiplier les richesses. C'est trop de monde qui vient déranger l'ordre naturel des choses. Suivant, une approche qui garde le caractère optimum de la population par rapport aux richesses. Donc, c'est garder quantité de monde par rapport à la richesse là, qui va le dire est-ce qu'on est apte pour développer ou pas. Et c'est garder tout qui quantité de richesse ou gain pour dire mais à quel rythme la population lui-même les cas augmenter. C'est plus ou moins une approche équilibrée qui prend en compte les limites de l'approche populationniste de Boziou et celle de l'approche antipopulationniste proposée par Malthus. Oui, tu as dit Sauvy, Alfred Sauvy par exemple, dans la théorie qui côté le positionnel, est-ce que les plus proches Boziou ou bien Malthus? Et il faut dire que Alfred Sauvy, les chita réflexion là, généralement sur question qui ont rapport à sous-développement. Il faut croire que si nous considérons Sauvy, le sous-développement, c'est combinaison ou ensemble de paramètres économiques. L'aime parler de paramètres économiques. D'ailleurs, pour garder le niveau de développement au pays, on est obligé d'une part pencher sur les paramètres à tendance typiquement économique. Ça nous est le calcul de la valeur du PIB per capita de pays qui garde des rapports même qui gagnent entre niveau richesse au pays et population. D'ailleurs, si nous avons fait un petit coup de jet dans le cas d'Haïti, nous avons dit là nous 12 millions, alors que la valeur du PIB haïtien est évaluée à environ 13 milliards de dollars. Ça qui veut dire techniquement par année, chaque haïtien vaut 1000 dollars épiques, ou bien moins de 1000 dollars techniquement un haïtien vaut par année. L'on dit 1000 dollars par année, ça veut dire que si vous avez divisé 1000 par 12, vous avez moins que 100 dollars que chaque haïtien vaut dans un mois. Ça, c'est plus ou moins une approche qui est faite sur quantité de corps ou bien quantité de richesse dans le pays et population. Et là encore, son valeur qui n'est pas reflétée la réalité. Dans 1000 dollars, ça me dit là, il y a un haïtien, malheureusement, qui pas même arrivé et gagner 800, 500, 600 dollars par année. Bon, passons. Il faut dire que. Oui. Dans le cas là, est-ce que doit gagner une politique nataliste pour contrôler l'évolution de la population, même genre, tu fait ça en Chine avec Mao Tse-tung, toujours avec approche Malthus. Est-ce que son politique nataliste qui doit gagner en Haïti, qui ça t'a de fait là pour contrôler l'évolution de la population? Et pas oublier que tu as énoncé une théorie qui chita sur la question de l'optimum de population. Il faut dire que la population est capable de générer un ensemble de crises. D'ailleurs, la même politique vise à contrôler la natalité au sein de la population chinoise, les générer qu'on y a là, une génération après, un ensemble de crises sociopolitiques en Chine. Et il faut dire que de manière génétique, un asiatique, pour me venir plus spécifique, un chinois, les capacités pour procréer beaucoup plus d'enfants par rapport à un Européen, par rapport à un Américain. Ça a été fait que dans un bref laps de temps, la population chinoise connaît un boom démographique. D'ailleurs, la Chine, actuellement, c'est environ 1,5 milliard d'habitants. C'est peut-être des plus de monde sur la Terre. Qui ça a fait? Il a fait que les décideurs, dans les années 1994, ils sont obligés de garder pour dire si nous ne contrôlons les questions de natalité, la population chinoise va arriver dans une situation où le libéral mettait application politique dans de terribles problèmes. Et qui ça, le président de la guerre, il fait? Ça y est Deng Xiaoping, non? Mais c'est venu avec une politique, il y a la politique du fils unique. Qui sa politique ça est? C'est exiger que chaque famille chinoise ait un droit à un seul enfant. Il n'y a pas de problème jusque-là, ça a aidé à freiner la question de natalité. Mais il vient créer problème à la longue sous la société chinoise. Qui problème? Il y a un monde par exemple en Chine, dans les années 95 jusqu'à 2005, li plus voulait qu'un petit garçon non logique qu'il y a avec la paternité que
petite fille. Ça vient faire que dans la société chinoise là, il y a beaucoup plus de garçons disponibles sur chaque 100 femmes. Il y a ça en démographie, voilà, il y a le rapport de masculinité ou bien sexe ratio. C'est quantité de garçons qui viennent dans la société qui est disponible pour chaque 100 filles. Il y a ça, on l'a obligé de mettre ensemble là. Et voilà, et qui ça qui vient poser 25 ans après en Chine? Ou une population qui gagne beaucoup plus de garçons disponibles pour 100 femmes. Il vient faire que il y a un déséquilibre social où il y a trop de garçons pour chaque 100 filles dans la population. Et c'est ça qui fait que les Chinois sont obligés de lancer dans des travaux forcés pour acquérir un maximum d'argent pour lui et capable de gagner une fille. Ça, c'est la première alternative. Et une deuxième alternative, les Chinois gagner, c'est surtout aller dans des pays à proximité pour comment le cas et aller à la conquête d'une femme. D'ailleurs, un pays qui est intéressant dans ça, c'est l'Indonésie, qui lance dans la culture de la femme. Et une famille indonésienne, lui est obligée de conserver l'indonésienne parce qu'elle connaît pertinemment et un Chinois a vu quand même. Ça, c'est le deuxième côté tendance. Et l'autre côté qui est intéressant, c'est le Japon qui conçut des poupées sexes pour les Chinois. Et poupées sexes, achat en fonction de la souplesse du vagin de la poupée et de la forme des seins. Donc, tout un poupée a un vagin avec un sein qui est souple, ou paye beaucoup plus d'argent. Ça, c'est un déséquilibre social. En bonne fois, tout à l'heure, où tu parles, est-ce que c'est Deng Xiaoping ou bien Mao Tse qui vient avec politique, c'est là en Chine? Et c'est Deng Xiaoping. C'est le prédécesseur, alors exactement. C'est lui-même qui vient avec politique fils unique, là, qui est enlevé d'ailleurs en Chine, parce que actuellement, là, par rapport à des équilibres, là, la Chine est obligée à enlever, exactement, est obligée à enlever politique ça, pour comment nous sommes capables d'assurer un rééquilibre dans la population chinoise. Nous allons venir dans le deuxième aspect sujet, mesdames et messieurs, nous toujours demander pour encourager tout le monde qu'on connaît, suivre Crystal Magazine sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Pas oublier de faire ça. Je dis à nous parler avec Anolex Raphaël sur croissance démographique et développement en Haïti. Est-ce que croissance est là son frein? Est-ce que croissance là son problème? Mais Anolex, qu'on y a là, en Haïti, je souhaite expliquer augmentation population, qui rapport augmentation si la gain avec misère n'a connaît en Haïti, je dis. Oui, je parler d'augmentation en Haïti, c'est extrêmement intéressant dans la mesure où, dans le cas d'Haïti, nous avons une population qui toujours a un taux d'accroissement qui est en dessus de 1%. Nous voyons actuellement, aux environs de 1,2%, le taux d'accroissement global d'Haïti. Et il y a un qui sauve, qui n'est pas grave, les chiffres dans nous, c'est surtout la migration massive des Haïtiens vers la République dominicaine, mais aussi vers certains pays latino-américains. Et c'est ça qui sauve nous, sinon, bon garantie, le taux d'accroissement global, ça, va plus élevé. Et il faut dire tout dans le cas d'Haïti, c'est un pays qui ne connaît un taux de croissance économique élevé. La population a augmenté, le taux de croissance économique n'est pas élevé. Ça veut dire pas un rapport de proportionnalité entre l'accumulation des richesses en Haïti et la croissance démographique. Et c'est deux bagages qui marchaient de pair. Accumulation de richesses et croissance démographique. Et tout le temps, on pas de politique qui vise à attirer investisseurs. On pas de politique qui vise à rendre le territoire là beaucoup plus autosuffisant. J'aime pas être autosuffisant. C'est fait qu'en Haïti, nous avons une possibilité pour nous créer ressources et richesses pour la population haïtienne. D'abord, et comment après, nous sommes capables d'exporter vers d'autres pays. C'est dans ça que vous nous obligez. Et comment nous sommes autosuffisants, c'est surtout par rapport à ce que l'on appelle le renforcement des activités agricoles. Nous avons un pays, nous dit, qui, sur le papier, essentiellement agricole, et malheureusement, nous n'avons pas un part budgétaire qui est attribué ou qui est alloué au ministère de l'Agriculture qui pour faire de Haïti un pays à vocation agricole. Et deuxième paramètre, nous avons un pays nous dit qui est essentiellement agricole, qui ne connaît de véritable révolution agricole. Jusqu'à présent en Haïti, nous n'avons pas de machines agricoles qui pour faciliter le labourage des terres. Jusqu'à présent en Haïti, nous avons toujours été dans des pratiques pluriculturalistes, côté que sur des lopins de terre,
nous avons appliqué différentes sortes de cultures. Nous pas gagné ça nous les monocultures. Côté que nous dit telle région en Haïti, c'est la région du riz. Telle région en Haïti, c'est la région du maïs. Et telle autre région, c'est la région du café. Pour nous commencer à spécialiser. D'ailleurs, nous vivons dans un pays, dans un monde qui axé sur la mondialisation, sur le commerce international. Si nous n'avons pas une spécialisation dans le secteur agricole là, nous garantit, nous ne pouvons pas assurer l'amélioration des conditions de résistance de la population. Et une population ne peut pas assurer l'amélioration des conditions de résistance qui a augmenté en nombre, c'est une population qui a devenu plus pauvre au jour le jour. Ouais, approche les comprendre que bon effort qui pour faire pour une amélioration en Haïti. Cependant, qu'on y a nous avons regardé par exemple comme tu es tombé sur un article Diego Dionisien qui te dit pour une politique de l'enfant unique en Haïti. Dans l'article là qui est publié dans le journal Le Noveliste, il t'a essayé d'expliquer faut pour Haïti capable de développer, faut que une politique qui contrôle les naissances. Et puis gagner en même temps, de manière parallèle, il y a des actions qu'on faites pour aller vers le développement, pour un progrès économique, pour un progrès politique, pour un progrès social. Maintenant, Anolex, est-ce que effectivement, ces populations qui causent nos pauvres comme ça en Haïti? Faut nous dire que, bon, sinon, nous avons regarder les chiffres. Haïti connaît un pic de croissance démographique et à la fin du XXe siècle qu'au début du XXIe siècle. Ça qui veut dire, si ces populations, Haïti t'a doué plus riche au XXIe siècle qu'au XXe siècle. Il n'a pas fini ça. Il ça tout, mais il n'a pas fini ça si vous regardez toute croissance et démographique Haïti et à la fin des années 90 par rapport à toute croissance et démographique Haïti et à la fin de la deuxième décennie de ce 21e siècle. Nous allons comprendre que il n'est pas fini ça dit. Mais dans le cas d'Haïti, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une population jusqu'à présent qui gagne un bon parti là-dedans qui est jeune. 60% de la population haïtienne, il gagne l'âge qui est plus bas que 25 ans. Et deuxièmement, nous avons une population en Haïti, côté que la majorité de gens là-dedans, ils vivent avec moins que 2 dollars américains par jour. Ça veut dire que les gens vivent à un niveau qui dépasse le seuil de la pauvreté. Moins que 2 dollars par jour. Il veut dire, ça veut dire pour un pays qui ne connaît pas un fort PIB per capita. Et en Haïti encore, sur le plan socio-démographique et économique, nous constituons un pays côté que la majorité d'activités sont plus concentrées au niveau du secteur agricole. Et ça fait, nous dit tout à l'heure, il y a un pays qui est essentiellement agricole, ce n'est pas un pays qui connaît une forte main-d'œuvre agricole. C'est un pays qui est essentiellement agricole, qui a une forte main-d'œuvre agricole, il veut dire c'est un pays qui est pauvre. La majorité des pays qui a forte vocation agricole, c'est des pays qui ont une faible main-d'œuvre agricole et machines, ils ont plus utilisé le travail que force musculaire monde a fait. Et généralement, si vous regardez Haïti par exemple, les gens qui sont pauvres, ils sont situés au niveau de la classe paysanne. Les gens qui sont pauvres, c'est au niveau des espaces ruraux. C'est là où on veut le monde. Et malheureusement, nous avons toujours été coincés dans la catégorie que nous pouvons dire que nous essentiellement agricoles. Il y a une solution, mais ça qui explique la pauvreté Haïti par rapport avec le monde qui a augmenté, la richesse qui a stagné, c'est surtout ce que l'on pourrait appeler la mauvaise division internationale du travail, ou bien une division internationale du travail qui n'est pas efficiente. L'homme dit ça, ça veut dire, ou bien beaucoup plus de monde qui travaille dans un secteur qui n'est pas rentable. Par exemple, le secteur agricole, qui gagne plus de monde là dans le travail, c'est un secteur qui n'est pas rentable, qui est délaissé. Mais il fait qu'on gagne beaucoup plus de monde qui est pauvre. Donc, ça que tu as fait, c'est créer un équilibre dans la division internationale, dans la division travail en Haïti, pas internationale, dans la division travail en Haïti. Si je ne pas pile comme dans tel secteur, il est préférable que je moins de monde qui œuvre là-dedans. Mais il y a des gens qui œuvrent dans le secteur, dans le domaine qui offre de meilleures conditions économiques. C'est ça, une division efficiente du travail. Ça, c'est la première alternative. Deuxième alternative, c'est investir nous dans le travail féminin, le travail attribué aux femmes. Malheureusement, en Haïti, de faibles proportions de la population féminine qui a travail. Nous avons moins que 20%. La population, côté que la majorité de filles qui travaillent,
il vient fait que ou vient pas qu'à jouer sur natalité. Et tout le temps pas jouer sur natalité, c'est tout le temps la population là il accroît à un rythme qui dépasse l'accumulation de richesses. Donc question investir dans le travail fi, les gon fois un poids fondamental dans le niveau de développement économique au pays et croissance démographique. Un troisième élément qui est extrêmement intéressant, c'est le niveau d'éducation. On a toujours bail fi travail mais c'est qui fi. Si fi yo éduqué, je pense qu'il y a qu'à jouer sur la natalité. Il y a une majorité des pays qui gagnent à travers le monde qui contrôlent les questions relatives à la natalité et à la mortalité. C'est jouer sur l'éducation en d'un pays. Malheureusement, dans le cas d'Haïti, nous ne pas classer dans la catégorie pays qui connaît un niveau d'éducation élevé. Donc, tout le temps, nous classer dans un pays côté que nous pas investi dans l'éducation de la population, nous avons garanti, nous avons toujours connu un taux de natalité qui est assez élevé. Et ceci, il va avoir un impact sur la répartition richesse qui gagne dans le pays. Et un dernier élément, c'est ça nous avons l'éducation familiale, c'est ça nous avons l'éducation populaire. Malheureusement, la famille qui constitue un espace ou bien un vecteur de socialisation, nous pas gagné de modules d'éducation familiale qui fait à travers les médias, qui fait tout dans les églises qui sont des espaces de socialisation. Dans pile famille qui ne connaît comment peut utiliser des méthodes contraceptives. Dans pile famille tout qui ouais par rapport à croyances religieuses, l'utilisation de préservatifs, ils sont mal, sont offenses ou fait avec mon Dieu. Et tout ça a un impact sur la population, tout ça a un impact sur la croissance démographique. Donc c'est un ensemble de problèmes si nous devons aborder à la fois à l'échelle micro dans la famille, mais aussi à l'échelle macro à l'intérieur des politiques et visant à contrôler le mouvement des différents le mouvement des populations des différentes communes, des différents départements, mais aussi le mouvement des populations du pays en général. Fort de toutes ces considérations, est-ce que l'État doit gagner en politique, en vision, en philosophie, pour dire que mais comment vous voulez la population et mais qui secteur d'activité vous voulez mettre accent sur lui, mais qui travail vous voulez faire, vous voulez qui fait dans la population en fonction de besoins, en fonction de monde qui est disponible. Est-ce que c'est l'État qui fait prise en charge, soit à travers de lois ou à travers des institutions, pour capable gagner un changement? L'État doit ça, mais malheureusement pas ça. Il faut dire que question de travail en Haïti, malheureusement, il est régulé par ce que l'on appelle la division internationale du travail. Et division internationale du travail, là, lui, c'est une décision d'ordre géopolitique. Pas oublier que, pas besoin de loin, peut-être fin des années, fin du 20e siècle, fin du 18e, fin du 19e siècle, Haïti était un pays qui était riche en termes de productivité agricole. Pas oublier que Haïti était le premier producteur de sucre dans le monde. Donc, à l'époque, la division internationale du travail était voulu faire de Haïti un pays à forte vocation agricole. Mais avec la nouvelle division internationale du travail, nous avons vu penser question agricole en Haïti, on l'a déjà. Qui ça qui fait? Ou une guerre après l'occupation américaine, il y a une politique qui visait la centralisation des services au détriment de la régionalisation. L'on a une majorité de services qui viennent détacher l'anticrasse de régions, de départements, pour aller directement au niveau de la capitale. Il vient faire que zone qui plus proche de la capitale viennent beaucoup plus attractive possible. Et sans oublier la première création de la société du parc industriel, et ça relève Sonapi, qui vient faire que une forte population ouvrière qui est obligée à placer les zones rurales pour entrer dans la capitale. Ça, c'est le premier bagage. Nous n'avons pas venir là. Nous n'avons pas fait, par exemple, regarder bidonvillisation, regarder périphérie ville, où est que c'est des endroits qui ont pile le monde, notre petit espace. Et puis ça vient créer insécurité, ça vient créer plus difficulté pour l'État capable de contrôler les zones là. Et je veux dire après gangue développer un pile dans zone là parce que pas gagner l'État pas présent dans yo. Et puis il y a vraiment trop de monde caïco la monde distance tout ça vient créer un problème. Est-ce qu'on a là qui plus bonne action qui a fait l'État capable de faire
pour non seulement contrôler l'évolution de la population, contrôler toute quantité de monde qui est dans une zone pour que les soient capables d'améliorer. Parce que comme l'impression, insécurité, augmentation de la population, et puis situation socio-économique, yo lié. Qui position bon, pas fini. Bon, malheureusement, avec surtout la centralisation, vous venez mon pays, côté que les régions deviennent de plus en plus fébriles. Régions n'ont pas gain autonomie encore. Et du coup, l'activité agricole commence à prendre coup. Et pas oublier au même temps, nous gagnons ça nous l'importation massive de certains produits agricoles. Vous songez du riz qui vient et fait des décennies 90-2000. Importation du riz dans le pays, alors que du riz local là, à un niveau qui est élevé par rapport à du riz non importé. D'ailleurs, dans ce premier temps qui est venu gratuitement, et dans un deuxième temps qui vient à vendre à un prix qui réduit. Ça vient bafouer la production locale là. Et ça, c'est surtout par rapport à la logique relative. Dumping, voilà. C'est une logique qui est relative à la logique liée à la nouvelle division internationale du travail. Et du coup, ils viennent dire question agricole, ce n'est pas pour Haïti. Qui ça a fait de Haïti? Ils ont un pays de producteurs de main-d'œuvre. Ils disent, on ne peut pas investir, on ne peut pas faire de Haïti un pays à vocation agricole encore, mais un pays de préférence de production de main-d'œuvre. Et on va regarder pour elle, la main-d'œuvre dominicaine, elle est essentiellement haïtienne. La main-d'œuvre brésilienne, elle est essentiellement haïtienne. Et jusqu'à présent, il y a des politiques migratoires américaines et canadiennes qui visaient à prendre main-d'œuvre haïtienne. Et si nous sommes regardés là avant et là, États-Unis, sortis, ils ont déclaré pour le dire que l'y a ajouté Haïti dans les pays qui a exactement. Donc, c'est le bagage qui est lié par rapport à la nouvelle division internationale du travail. Et ce qui ça décideurs nationaux doivent faire, c'est contrôler la position Haïti par rapport à l'application politique. Politique qui y a division internationale du travail, il faut nous en Haïti, qui diriger dans un niveau qui est élevé dans l'État, nous garder position pays noir. Et quand pile pays qui pas arriver sombrer économiquement, c'est par rapport au fait que il y a un État qui est fort, qui pense sur ce genre de base. Il y a un État qui a une capacité pour planifier genre le pays. Par exemple, approche ce faire, vous capable de dire est-ce que l'autorité, bien sûr, est conscient de réalité, est-ce que vous prêt pour poser une action, pour prendre une décision qui allait dans le sens de la population. Nous pas fini. Dernière question m'a posée, qui possibilité qui gagne pour Haïti aujourd'hui utiliser la population à de meilleures fins, quantité de monde à de meilleures fins, et qui gens nous capable de faire des actions, l'État surtout capable de faire des actions pour que nous dit dans les années à venir, mais comment nous voulons le pays pour nous aller vers le développement. Je ne vais pas faire, c'est investir dans le monde. Si le monde nous a augmenté, on investit dans le monde, et quand le pays qui gagne le monde, c'est ça qu'on fait. Ça relève le développement humain. Si c'est le monde comme richesse, que m'investir dans eux. Dans un pays clairement qui fait ça, c'est le Qatar, qui gagne le monde, mais qui n'a pas de moyens intellectuels assez, mais il a des moyens économiques, et mais investit dans le monde. La majorité des jeunes du Qatar, ils ont étudié dans les meilleures universités mondiales. Le Qatar fait ça. Si nous avons l'État, par exemple, en Haïti, qui connaît que la population haïtienne, les jeunes, il y a augmenté à un rythme qui dépasse l'ordre naturel des choses, qui ça nous doit faire? Un, c'est investir dans le monde, cette population jeune d'ailleurs, c'est des gens qui viennent l'âge qui compris entre 15 et 25-30 ans, que nous investissons dans eux pour assurer demain, nous pas qu'à réfléchir sur question augmentation de croissance de la population, mais c'est garder comment assurer un meilleur partage des richesses disponibles en fonction de la population existante. Ça, c'est ça, je pense. Et deuxième paramètre intéressant, c'est surtout la distribution des richesses disponibles. Est-ce que nous connaissons en termes de PIB, Haïti, il n'est pas classé dans un pays qui pille mal à travers le monde. Il y a des pays qui gagnent valeur PIB qui pille bas que 10 milliards de dollars. Haïti me dit dans 13 milliards. Et pays ils sont plus développés par Haïti. D'ailleurs, nous avons par exemple un pays africain que vous considérez comme un pays en voie de développement qui connaît un génocide à la fin des années 90, le Rwanda, qui gagne un taux
de croissance démographique qui est similaire par rapport à Haïti, qui gagne un PIB qui est plus faible par rapport à Haïti, mais qui sur le point d'être un pays développé de l'Afrique. Parce que tout simplement, il y a de décideurs, il y a de dirigeants qui comprennent la nécessité pour contrôler la répartition de richesse qui gagne dans le pays. Haïti était un pays, certes, sur le plan économique, qui n'a pas en pile richesse, mais ces richesses ont été équitablement réparties. Ça est capable de jouer sous niveau de vie population, ça est capable de jouer tout sous question qui gagne avec pauvreté population. Qui ça pense qu'a fait me répondre question directement, c'est un, investir dans l'État qui comprend la nécessité pour réduire dans la mesure du possible les inégalités sociales, investir dans l'État toute une capacité pour lui ouvrir le pays aux investissements. Un pays par exemple qui connaît de très faibles investissements et nous avons des conditions pour attirer investisseurs. Son pays qui n'est pas sécurisé sur tous les points, à tous les niveaux. Donc nous sommes obligés de travailler dans la dimension que nous sommes capables pour nous rendre le pays à un pays qui est sécuritaire, qui attire les investisseurs et pour nous voir comment nous sommes capables de croître en tout cas possible l'économie du pays et assurer que la richesse qui produit est équitablement répartie à travers la population nationale. Bon, nous remercions parce que tu es présent avec nous dans On Parle aujourd'hui. Merci à tout le monde qui t'a suivi. Pas oublier à suivre nous sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Merci à tout le monde. À la prochaine.